Merci Camille de nous recevoir et de nous consacrer ce temps précieux. Donc, j'aimerais aujourd'hui, Camille, que vous nous parliez, donc suite à votre rapport sur la profession. L'idée, c'est comment on peut concilier ces deux impératifs qui sont être un excellent professionnel du droit, assurer la pérennité de son cabinet et sa rentabilité, tout en préservant sa vie personnelle. Donc, pour ça, je vais vous demander dans un premier temps de me dire, selon vous, quelles sont les problématiques principales de la profession actuellement et qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement de départs dans la profession? D'abord, il y a un phénomène de défis multiples auxquels la profession est confrontée en France et qui n'ont jamais été aussi nombreux, aussi coordonnés. C'est-à-dire que nous sommes confrontés d'abord à un phénomène qui est que le numérique vient bouleverser le rapport que les clients ou que le citoyen entretient avec le recours au service d'un tiers, que ce soit un avocat ou pas d'ailleurs. C'est-à-dire que l'usage du service n'est plus le même. Donc il y a la dimension, il y a le numérique, c'est une révolution qui est quasiment anthropologique, qui n'est pas seulement une révolution industrielle, qui est une révolution anthropologique, qui vient bouleverser beaucoup plus que le rapport technologique qu'on a à notre travail et aux clients. Ça va au-delà, et j'y reviendrai. Il y a un deuxième phénomène qui est que nous sommes aussi frappés par un certain nombre de phénomènes de crise qui font en sorte que les inégalités, les disparités de revenus, de ressources dans notre profession sont plus importantes qu'ils ne l'étaient, en tout cas qui sont plus visibles. C'est-à-dire qu'on sort de cette mythologie de l'avocat qui est toujours rayonnant, qui a toujours du succès. Et donc, on a un travail aussi de reconnaissance de nos propres fragilités qui n'est pas toujours simple dans l'analyse que nous devons faire de notre changement. Et puis, par ailleurs, il y a un autre phénomène qui est peut-être un peu consubstantiel au premier, qui est que le savoir juridique, et ça c'est aussi une conséquence du numérique, n'est plus l'apanage des juristes, que ce savoir s'est démocratisé, qu'il est disponible, qu'il est de libre parcours un peu partout. Et du coup, ça oblige le juriste à redéfinir une partie de son rôle dans l'espace, dans le temps, dans la durée, dans la manière d'accompagner le client, dans la manière dont il s'exprime vis-à-vis du client. On ne parle plus au client en 2020 lorsque le client lit nos consultations sur des tablettes, comme on parlait à un client en lui écrivant une note écrite, tapée à la machine il y a encore 20 ans. Et donc, il y a toute une transformation de notre manière de dialoguer qui constitue un enjeu unique. L'évolution de la profession en France a été relativement, au fond, assez faible au cours des 150 dernières années. La technologie est intervenue, bien entendu, nos cabinets ont changé, la morphologie des cabinets a changé, etc. Notre activité s'est globalisée, mais l'avocat tel qu'il était perçu était à peu près le même. Une connaissance du droit, une expertise, une déontologie, quelqu'un qu'on va voir respectueusement pour lui demander une consultation. Or, tout ceci a été bouleversé au cours des dernières années. Et donc, il y a aussi une forme de démystification de notre métier, une démythification de notre métier à laquelle on n'est pas toujours très adapté nous-mêmes, qui nous surprend parfois. Et tout ceci provoque des changements. Donc, et puis, par ailleurs, pardon si mes propos sont désordonnés, il y a, et c'est heureux, l'introduction dans notre culture professionnelle d'un certain nombre de standards de nature éthique liés à la responsabilité sociale, environnementale, à la qualité de vie, à la qualité de la relation dans l'environnement du travail, qui sont aujourd'hui devenues des préoccupations, donc qui sont des préoccupations plus sociétales, qui sont communes à notre société, mais qui ont peu à peu pénétré la sphère des avocats, qui était une sphère qui était probablement plus, j'allais dire, plus compacte, moins propice à intégrer ces changements culturels sociétaux. Et c'est vrai qu'il y a un temps d'adaptation pour les organisations d'intégrer la question de l'inclusion, de la diversité, de la parité. Et une partie des départs peut s'expliquer d'une inadaptation de notre organisation, de nos organisations, de notre profession, à un certain nombre d'attentes légitimes chez les uns et les autres. Donc ça, c'est une sorte de… Après, je peux développer, mais je pense que nous sommes effectivement confrontés à une multitude de changements de nature économique, technologique, sociétaux, qui touchent notre profession et qui nous obligent à repenser une partie de ce que nous sommes et à conduire un vrai changement dans notre profession, qui est un changement auquel nous n'étions pas préparés peut-être. J'entends aussi régulièrement mes clientes me dire il y a plusieurs demandes. Il y a d'un côté aussi la demande des clients qui est liée aux nouvelles technologies, qui est l'immédiateté. Absolument.
à attendre des réponses et ça donne beaucoup de pression. Sur le fait aussi, de l'autre côté, du côté des avocats, qui est une demande de flexibilité davantage, qui n'est pas toujours entendue par les cabinets. C'est vrai. Et en fait aussi, on peut, dans la même chose, c'est voir aussi qu'on est en compétition beaucoup plus qu'avant, non seulement avec les avocats de notre région dans le même domaine, mais dans le monde entier. Et toutes les aussi, nouveaux types de cabinets d'avocats qui arrivent. Oui. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Et donc, je voudrais savoir, selon vous, on va essayer de faire qu'est-ce que vous pourriez dire à des avocats plutôt comme type de changement individuel? Quelles sont les compétences qu'ils devraient développer pour s'adapter à cette ère nouvelle? Pour revenir un tout petit peu sur le point de départ de votre question, les conséquences de cette révolution anthropologique que constitue la transformation numérique, elle est de plusieurs ordres. D'abord, je pense qu'elle effectivement, elle transforme le rapport du temps, puisque maintenant c'est l'immédiateté. Donc il y a une forme d'impatience. On a développé une impatience technologique, une impatience pour l'accès à l'information qui se répercute nécessairement dans la relation qu'on a avec un prestataire de service comme les avocats. Le numérique crée un désir d'accessibilité immédiat aussi. On veut avoir accès aux choses. Aujourd'hui, les avocats sont quasiment géolocalisables. Si demain vous avez 2 heures de temps libre et que vous voulez consulter un avocat, votre téléphone peut d'ores et déjà vous dire à peu près qui est disponible, dans quelle spécialité, à quel tarif. Il y a une question de transparence tarifaire, puisque le numérique est consubstantié de la transparence tarifaire. Il n'y a pas d'application qui ne véhicule pas les tarifs de ces prestations. Certaines de nos prestations sont effectivement sophistiquées, elles nécessitent une tarification particulière, mais il faut que nous reconnaissions qu'une partie de nos prestations, celles que le plus grand nombre de nos concitoyens souhaitent de temps en temps acquérir, sont relativement balisées et imposent une transparence tarifaire. Donc, tous ces phénomènes, et puis il y a la question de la notation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de prestations aujourd'hui sur Internet qui ne soient pas accompagnées d'une évaluation de l'expérience client. La notion d'expérience client est très importante, puisque justement, toute la technologie, en tout cas les concepteurs de la technologie, ont l'intelligence d'essayer de compenser l'ergonomie avec la notion d'expérience client, en disant, même si on est dans un environnement technologique, nous vous sollicitons quand même pour savoir si l'expérience humaine que vous avez pu dégager de tout ceci est quand même suffisante. Donc, ça veut dire qu'il faut se réapproprier un tout petit peu la relation humaine au milieu de cette technologie. Mais je viendrai à mes très humbles recommandations dans un instant. Ce phénomène, d'ailleurs, que j'ai évoqué, est un phénomène global. À Montréal, à Paris, à Singapour, à Douala, à Tokyo, c'est le même. Aucune profession ne peut choisir son numérique. Les phénomènes que je viens d'évoquer sont propres à toutes les professions, au numérique partout. Et ces phénomènes ne sont pas d'ailleurs liés à la maturité technologique d'une profession. C'est-à-dire que n'y aurait-il qu'une ou deux startups legal tech dans la profession, dans la filière juridique, que nous sommes d'ores et déjà, d'une certaine manière, affectés par les phénomènes que j'ai évoqués, puisque ce sont des phénomènes qui sont moins liés à une filière qu'à un mode d'utilisation de la technologie. Ça fait 15 ans qu'on se promène avec des téléphones portables, ça fait 15 ans que les choses doivent être pour nous plus accessibles, plus rapidement, moins chères, avec une notation de la transparence. Et donc, qu'il y ait des legal tech ou pas dans la profession, les gens aujourd'hui appliquent au regard qu'ils portent sur la profession les mêmes exigences d'accessibilité, de tarification transparente, de notation, d'impatience, etc. Et de standardisation, même si c'est un mot que je n'aime pas, d'un certain nombre de nos prestations. Donc, ça, c'est un phénomène qui est là. Alors, comment est-ce qu'on s'y adapte? Vous l'avez dit, ça c'est le premier point, c'est qu'il y a un éclatement dans les deux sens d'ailleurs, il faut s'en réjouir au fond, c'est une opportunité aussi, c'est que nous ne sommes plus dans la même territorialité qu'avant. Nous étions protégés par nos ordres, par nos domaines d'activité, par la clientèle que nous avions établie. Or, aujourd'hui, les avocats peuvent aller, et des non-avocats aussi, d'autres alternatives, vous y faisiez référence, peuvent aller aujourd'hui capter, intéresser une clientèle qui est à des centaines de kilomètres. Donc, c'est à la fois une menace pour celles et ceux qui pensaient qu'ils étaient confortablement installés dans leur territorialité, mais c'est aussi une opportunité de sortir de sa territorialité et de sa zone initiale d'expression pour aller toucher les écosystèmes des clients qu'on ne connaissait pas et réinventer une partie de son parcours personnel. Et dire, voilà, maintenant je vais être spécialiste de ça, je vais m'orienter là-dessus. Ça nécessite évidemment qu'on ait une approche double qui est celle de la conduite du changement. Comment je transforme un mode d'expression de mon talent qui était très tangible,
dans un cabinet avec des tables, des chaises, un bureau, et puis une dimension d'apparat où il fallait que le lieu exprime ma personnalité avec le fait que je vais aujourd'hui aller parler avec des gens que peut-être je ne rencontrerai pas, à qui je vais apporter des services. Ils ne me rencontreront pas davantage, mais je leur être utile à quelques centaines de kilomètres, peut-être même à des milliers de kilomètres. Donc, ces choses que nous avions, sur lesquelles nous avions bâti une partie de notre construction esthétique et économique, volent en éclats. Donc, ça pose la question, de la conduite du changement, comment j'intègre tous ces phénomènes, que ce soit des phénomènes sociétaux, comment je transforme mon management. Je ne suis plus dans une approche strictement verticale. Je dois aujourd'hui peut-être davantage respecter un certain nombre de sujets de nature sociétale, sujets de nature sociétaux, pardon, d'être plus attentif à la manière dont je travaille et pas seulement à la qualité du service que je propose. Et du coup, je dois être plus que jamais, nous l'étions sans doute sans véritablement le dire ou le comprendre ou l'assumer, mais nous étions des entrepreneurs, nous devons l'être pleinement. Donc un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une analyse également économique, performative de son travail. Les avocats ne sont pas seulement des sociétés savantes, ce sont aussi des entreprises de droit. Donc il faut qu'on réfléchisse à un marché dans lequel on évolue, aux personnes que l'on veut atteindre, au coût des services qui sont le plus adaptés par rapport à la concurrence, par rapport à ce que l'on peut proposer. Donc c'est toute une réorganisation et un repositionnement du rôle de l'avocat vis-à-vis de sa clientèle ou de sa cible qui est rendu possible. Et ça passe également, c'est évidemment consubstantiel et nous sommes nous-mêmes en train de dialoguer à travers le cyberespace, ça impose la création d'une identité numérique. C'est-à-dire que je dois être vigilant à l'image que je constitue sur le plan numérique. La projection numérique est importante, ma marque est importante, l'ergonomie de mon site internet plus que jamais importante, pas seulement parce que c'est une vitrine où je mets ma biographie, mais parce que c'est un outil de dialogue, parce qu'il témoigne des valeurs que je veux exprimer. Et les espaces du monde numérique que j'allais dire, j'occupe, je dois aussi le faire avec intelligence, c'est-à-dire que je dois communiquer, je dois partager du savoir. Avant, mon savoir était fermé. À moi, on venait le chercher et je le finançais, c'est-à-dire que je le facturais. Aujourd'hui, nombre des formations que nous les faisons gratuitement. Nous ne cessons d'envoyer des newsletters. Ce n'est pas nouveau, hein, mais le knowledge management est de plus en plus important. C'est-à-dire qu'on doit partager du savoir. Et à travers ce savoir, et c'est ma transition vers ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir les savoirs-être, je dois essayer d'établir, une valeur ajoutée supérieure, puisqu'il y a un phénomène de numérique qui fait en sorte qu'il y a des choses qui sont dupliquées par la machine et que je ne pourrai plus facturer de la même manière. Je ne pourrai pas avoir des espaces de profitabilité aussi importants sur certaines actions ou certains actes que je faisais, parce que tout simplement, ce sont devenus des commodités, qu'ils sont duplicables par la machine et je ne peux plus les facturer de la même manière. Donc, il faut que je transporte une partie de ma valeur ajoutée, une partie de ma formation à l'égard de mes consoeurs et confrères vers un comportement, vers des savoir-faire à plus forte valeur ajoutée. Et il faut que je constitue par mon comportement quotidien, individuel et collectif, le moyen de fidéliser les humains autour de moi. Que ce soit un humain qui est un client, c'est-à-dire que je dois dialoguer avec un humain par-delà la technologie de manière peut-être plus utile, plus pertinente pour qu'il continue à croire en moi et plutôt qu'à la machine. Il faut que je lui propose des choses qu'une machine ne peut pas lui proposer. C'est ça. Donc, ça passe par des activités à forte valeur ajoutée et ça passe peut-être par une empathie, une émotion que je dois reconquérir ou développer davantage pour qu'il se dise « je me sens mieux avec lui qu'avec un robot savant ». Et de la même manière, vis-à-vis de mes collègues, je dois apprendre à travailler de manière différente, avec parfois une distanciation, avec du télétravail, avec une nouvelle technologie, avec un travail en équipe davantage, écouter davantage, horizontaliser le management. Voilà de manière un peu désordonnée, un certain nombre de défis assez intéressants pour notre profession.